Bonjour chers frères et sœurs, salut à tous les frères et sœurs qui aiment l'histoire. J'ai eu à rédiger un article que j'ai proposé à un colloque sur le leadership féminin. Mais malheureusement, cela fait des années. Cet article n'a pas été publié. Et je voudrais, à travers cette vidéo-là, donner le contenu de cet article-là. Alors donc, vous me verrez feuilleter un peu ce que j'ai écrit. Ça fait déjà quelques années. Et donc, par rapport à cet article et à son titre, j'intitule cette vidéo « Principes féminins et pouvoir dans l'univers des Akans ». Principes féminins et pouvoir dans l'univers des Akans. Alors, vous savez que le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Donc, tous ceux qui ont une culture proche de celle des Ashanti, etc., ceux-là font partie de l'ensemble Akan. Alors, disons, par rapport aux variantes de leur langue, on les classe en 3 groupes. Les locuteurs du Twi, comme les Ashanti, les Achem, les Akwapem, etc. Et puis ceux qu'on appelle les locuteurs du Tano, notamment les Nzema, les Agni, les Baoulé, les Ano, etc. Et puis maintenant, vous avez les Akans lagunaires, comme les Ébriés, les Aladjan, les Abel lagunaires, les Atché, etc. Alors, il faut savoir que chez ces peuples-là, en général, le principe féminin est la source du pouvoir politique et même du statut social. Et cela imprègne tous les domaines des activités humaines chez ces peuples-là. Et donc, c'est ce que je vais montrer à travers cette vidéo qui est un peu issue de l'article que j'ai eu à faire. Alors, il faut dire que à ce niveau-là, disons que nous intitulons donc la première partie de cette communication-là, la Terre, une entité spirituelle féminine. Puisque ces peuples-là perçoivent la Terre comme d'abord principe cosmique, mais qui est une entité féminine. Voyez. Donc ils sont obligés de tenir compte, disons si vous voulez, de l'esprit de la Terre, qui est perçu comme un être féminin, qui est perçu comme une mère. Or, c'est sur la Terre que tous les hommes vivent. Si bien que pour les Akans, comme je l'ai dit, le globe terrestre là est un être spirituel qui est perçu comme un être féminin. Et ils perçoivent cela comme une mère. Et à ce propos-là, les Nzema, qui sont connus ordinairement sous le nom de Apolloniens, on les trouve, disons, au sud-est de la Côte d'Ivoire et au sud-ouest du Ghana actuel par rapport à nos républiques. Et aussi, ils sont implantés nombreux dans la commune de Grand Bassam et aussi dans la commune de Grand Laou. Alors, qu'est-ce que les Nzema disent? Ils appellent la terre Emo Azre Yaba, c'est-à-dire notre mère, la terre Yaba. D'ailleurs, Yaba, c'est un prénom de jour de naissance qu'on donne aux personnes de sexe féminin. Les Ashanti, par exemple, et tous les locuteurs du Puy appellent la terre Assassi-Ya. Assassi-Ya. Il y a aussi certains prénoms qui est donné à des personnes de sexe féminin, notamment né vendredi. Vous voyez. Donc, cet aspect spirituel-là, disons, influence beaucoup leur perception, n'est-ce pas, et leur organisation. C'est ce que nous verrons. Et puisque la terre où habitent les êtres humains est une entité spirituelle féminine, cela a de nombreuses implications, notamment chez les Akans.
C'est pourquoi la parenté principale est en ligne matrilinéaire, qu'ils appellent aboussoin. Aboussoin. Vous voyez? Et en général, il y a 7 matriclans auxquels appartient chaque akan. J'ai fait des vidéos sur les matriclans akan. Vous pouvez les regarder. Vous verrez que ces matriclans, on les trouve un peu partout. Chez les locuteurs du Twi, chez les Zma, chez les Agni, chez les Abourés, chez les Aké, chez les Aladjan, chez les Hébriers. Certains auteurs ghanéens ne sachant pas que ces mêmes matriclans existent chez les Akans lagunaires, bon, les ont exclus de l'ensemble Akan, comme l'a fait malheureusement le professeur Adou Boyen. Mais on comprend, il ne connaissait pas les Akans lagunaires, il n'a jamais étudié les Akans lagunaires. Vous voyez? Et concernant les Nzema, ils disent, quand c'est le matrilignage, donc les proches parents, dont les ancêtres sont les plus proches et qui ont, disons, un même tabouret d'ancêtres, les Nzema disent Souakouan Boussouan, c'est-à-dire la famille matrilinéaire de la chambre. Vous voyez? Et quand c'est simplement le matriclan, il parle de Assalwa Boussouan. C'est-à-dire que vous êtes du même matriclan, mais vous n'êtes pas des parents proches. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que la parenté en ligne patrilinéaire est ignorée chez les Akans. Non, ce n'est pas ignoré. Beaucoup de gens ont fait cette erreur-là. Ce n'est pas ignoré. Mais seulement les membres du matrilignage de votre père, tous ceux-là, tu les appelles mes papas. Voilà. C'est-à-dire que si tu vois le neveu utérin de ton papa, qui est le fils de sa sœur de même mère, mais tu ne peux pas l'appeler par son nom, même s'il a 5 ans. Même si toi-même, là, tu peux être son géniteur, tu es obligé de l'appeler papa. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Et justement, la vénération des génies, des esprits, c'est en ligne paternelle. Voilà. Donc, il y a une parenté en ligne paternelle aussi, mais qui est liée, disons, à la vénération des esprits, au monde spirituel. Chez les locuteurs du Twi, comme les Ashanti et autres, ils appellent ça Ntoro. Ouais, ils appellent ça Ntoro. Or, chez les Agni, par exemple, ils appellent ça Bessé Anzi Bosson. Les Nzema dit Bessé Anzi Bosson. C'est-à-dire que, traduit littéralement, cela veut dire le génie ou l'esprit de mon père. C'est-à-dire l'esprit, je ne sais même pas comment je vais traduire ça parce que Anzi, ça veut dire derrière. Donc, c'est-à-dire que ça implique une protection. Donc, c'est-à-dire que c'est l'esprit paternel qui est derrière moi, en fait, qui me protège. C'est ce que ça signifie. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Alors, une autre implication importante du principe féminin, c'est pour cela que chez les Akans, nous avons 2 formes de tabouret, de siège ancestral. D'ailleurs, c'est sur les sièges ancestraux qu'on s'appuie pour bâtir des royaumes, des chefferies, etc. Mais ces sièges ancestraux appartiennent d'abord à un lignage. Et nous avons 2 types de sièges ancestraux. Vous avez le siège rectangulaire, le siège rectangulaire qui est de forme rectangulaire, le tabouret qui est de forme rectangulaire, que les Ashanti appellent Sessédua, mais que les Agni appellent Sessébia. Vous voyez, c'est la même chose. Et puis maintenant, vous avez le siège ou le tabouret qui a une forme circulaire, qui en général est le tabouret des reines. Ou si vous voulez, ce qu'on appelle ordinairement des reines-mères. Mais le mot reine-mère n'existe pas dans nos langues akan. Hein? Ça vient de l'Europe, cette affaire de reine-mère là. Donc le tabouret des reines est circulaire. Il est appelé Pouloué par les Agni et Pouro par les Ashanti. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Le siège de forme rectangulaire fait appel à l'idée de justice. C'est ce qui est juste.
Donc ça dit que le roi, le chef, doit gouverner avec justice. D'ailleurs, vous remarquerez que le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire a la forme d'un tabouret à camp de forme rectangulaire, c'est-à-dire Cécébia ou Cécédia. Mais le tabouret de forme circulaire, Pouro ou Pouloué, est le plus valorisé. Vous voyez, quand un roi a eu un règne hautement apprécié, pour l'honorer, c'est un siège de forme circulaire qu'on incline à sa mémoire. Vous voyez, quand son règne a été hautement apprécié. Vous voyez. Vous comprenez ce que je dis? Donc cela veut dire que le siège de la reine est plus valorisé que le siège du roi. Puisque quand un roi a eu un règne très apprécié, c'est un siège circulaire qu'on incline à sa mémoire. Et il y a un cas précis qu'on peut citer dans le Ndénia, dans le royaume d'Abangourou. Le deuxième roi, qu'on appelle Nana Kouachoumansi, son règne a été tellement apprécié. Mais dans la case des sièges, si vous voulez, dans la maison des sièges à Abangourou, le siège de Nana Kouachoumansi est un siège circulaire, comme un siège de reine. Et donc, quand on célèbre la fête des Ignames, qui marque l'année nouvelle, lui, son siège, il reçoit plus de libations et plus de nourriture, plus d'igname, disons. C'est l'igname qui est donné. C'est comme ça. Si bien que donc le principe féminin est fondamental aux yeux des Akans. Et donc est la clé de voûte du pouvoir politique. Oui, c'est la clé de voûte du pouvoir politique. C'est pour ça que vous remarquerez qu'à ce propos, justement, il faut savoir que le féminin est le fondement du pouvoir politique. Le féminin, là, est le fondement du pouvoir politique. Pour accéder au pouvoir politique dans l'univers des Akans, il faut savoir que cela se fait en grande majorité, sauf des cas isolés, comme par exemple chez les abeilles lagunaires, c'est en ligne maternelle, en ligne utérine, en ligne utérine, en ligne maternelle. Donc, pour le choix du roi, appelé Orine, chez les Ashanti, appelé Famian ou Blembi, chez les Agni, mais on tient compte d'un critère important. C'est le matrilignage, c'est au sein du matrilignage royal qu'on choisit le candidat. Et on tient compte aussi, et évidemment, au sein du matrilignage, vous avez des membres qui sont nobles, qu'on appelle Odéchier ou Dichier, c'est-à-dire qui descendent d'une aïeule connue, en ligne maternelle, bien sûr. Maintenant, à l'intérieur du matrilignage, vous avez des descendants d'esclaves. Voilà, des descendants d'esclaves, c'est comme ça. Hein? Ce qu'on appelle Mouloua, hein? L'Enzma disent Tchelezo, etc. Les descendants d'esclaves. Ils sont membres du lignage ou du matrilignage. Mais ceux qui sont, disons, qui ont une situation beaucoup plus compliquée, difficile au sein du matrilignage, ce sont les esclaves achetés. Mais les descendants, eux, ils ne peuvent même pas être vendus. C'est l'esclave acheté, là, fraîchement, là, qui peut être vendu. Mais le descendant d'esclaves, Kangaba, comme disent les Baoulés, ne peut pas être vendu. Alors donc, pour accéder à la dignité de roi, de chef, il faut être un descendant par le sang, donc en jus sanguinis, de l'aïeul, hein, sur qui est fondé le matrilignage. Et on tient compte de certains critères, notamment, ce sont les fils de la femme noble la plus âgée du matrilignage. C'est d'abord dans sa lignée qu'on fait le choix. Donc vous voyez des sœurs, ou si vous voulez des cousines utérines, comme diraient les Européens. Mais chacun de leurs fils peut être candidat à la royauté. Mais d'abord on tient compte des fils de la femme noble
la plus âgée du matrilignage. Et puis, disons qu'il y a d'autres critères. Hein. Il faut que le candidat ait un bon comportement. Il ne faut pas qu'il soit un alcoolique. Il faut qu'il sache garder les secrets. Il ne faut pas qu'il soit un coureur de jupons, etc. Bon, ça, ce sont un peu des critères secondaires, hein, à partir duquel on fait des choix. Voilà. Et en fait, beaucoup de gens se sont trompés. La succession tient compte d'abord des générations. C'est la génération des oncles, c'est-à-dire Wafa. C'est ceux-là d'abord qui se succèdent. C'est-à-dire que donc la génération des frères utérins, des frères ou cousins utérins, c'est d'abord ceux-là qui règnent. Et quand cette génération est terminée, on passe maintenant à la génération des neveux utérins, Wafassiers. Bon, chez les Agnis, on peut dire Wafa comme on peut dire Wani. Voilà. Maintenant, les neveux, on dit Wafassier chez les Ashantis. Wafassier chez les Ashantis. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et bien sûr, c'est le conseil du trône qui finalement désigne celui qui va être roi ou chef. Mais la proposition du candidat est d'abord faite par la reine, en concertation avec les femmes nobles du matrilignage. Parce que c'est elles qui connaissent, disons, comment je peux dire ça, l'arbre généalogique du matrilignage. Donc c'est la reine. Et puis les femmes nobles. Hein? Donc la reine c'est Ohima, ou bien Obahima, ou bien Blahima dans le cas des Agnis. Donc c'est elle qui se réunit avec les femmes nobles du matrilignage et ils proposent un candidat. Et si les anciens, c'est-à-dire le conseil royal, rejettent le candidat, il faut qu'ils aient de bons arguments. Parce qu'ils ne peuvent pas rejeter comme ça le candidat proposé par la reine. Ah oui, les Mbani, les anciens, il faut qu'ils aient un bon argument. Il faut qu'ils aient un bon argument. C'est important. C'est très important. Parce que les décisions de la reine sont très importantes. Et c'est elle-même qui, en fait, est le premier conseiller du roi. C'est le premier conseiller du roi. D'ailleurs, la reine, bon, c'est vrai, elle, en fait, son pouvoir est souterrain. Si bien qu'on dit le roi est soleil. Mais la reine est un peu aussi... On trace un lien entre la reine et puis la lune. Donc la gouvernance nocturne. Donc elle, son pouvoir est souterrain. Mais en fait, c'est elle qui donne les idées au roi. C'est elle qui est la première conseillère du roi. Oui, elle qui est la première conseillère du roi. Mais il y a des situations où la reine se met en première ligne. Très souvent, on a constaté que dans les royaumes marquants, c'est quand il y a des crises majeures. Quand il y a une crise majeure, la reine monte en première ligne. Ça a été le cas, par exemple, excusez-moi, dans le royaume Achem Abouakwa. C'était le cas dans le royaume Achem Abouakwa. C'est un royaume qui a résisté à la domination des Ashantis. Et quand il y a eu une crise majeure, notamment on a vu un de leurs rois se suicider, mais c'est la reine Dokua, on l'appelle Dokua, c'est elle alors qui va directement exercer le pouvoir. Exercer le pouvoir. J'ai même fait un article sur la reine Dokua. Et c'est elle qui est parvenue à libérer l'Achem Abouakwa de la persécution, de la grande persécution de la Confédération Ashanti contre l'Achem Abouakwa. Contre l'Achem Abouakwa. Et il y a aussi un cas dans le Sanvi, au 19e siècle, le roi qui régnait au Sanvi était un homme qui manquait d'autorité. Mais c'est sa sœur, la reine Malanloua, qui est montée en première ligne. À ce propos-là, je crois qu'il y a un article qui a été fait par le professeur Henriette Diabaté sur la reine Malanloua. Mais Malanloua, dans le royaume du Sanvi, dans le royaume de Krenjabo, mais c'est elle qui est montée en première ligne et c'est elle qui dirigeait le royaume. Puisque son frère est un homme faible. Elle a même créé son quartier. Et son quartier est appelé comment?
Ekroboto, c'est-à-dire que quand tu arrives dans son quartier, là, mets-toi à genoux. Hein. Il faut te mettre à genoux. Voilà. Tu te mets à genoux. Parce que si tu as manqué de respect ou si tu as commis un petit crime de lèse-majesté, mais les bourreaux vont s'occuper de toi. C'est ce que la reine Malanloi a exercé comme pouvoir dans le royaume du sans-vie, le royaume Agni sans-vie. Par exemple, chez les Abourés, ils ont gardé la tradition qui veut que ce ne soit même pas le conseil des anciens qui intronise le roi, non. C'est la femme âgée du matrilignage royal, c'est elle qui intronise le roi. C'est elle qui fait l'action, disons, semblant de le poser sur le trône principal, sur le siège principal du matrilignage. Chez les Abourés, c'est la femme qui fait cela. Vous voyez, ça montre combien vraiment le pouvoir chez ces peuples-là est issu, disons, du principe féminin. Le royaume d'Ankira qui a, disons, dominé tout le XVIIe siècle de l'histoire des Akans, mais son siège le plus important, c'est le siège de la reine. Ayekra Adebo. C'est le siège de la reine Ayekra Adebo. Vous voyez? Le siège de la reine Ayekra Adebo. C'est important. C'est important. C'est important. Et vous avez vu, quand dans la Confédération Ashanti, certains n'ont pas été contents du choix qui a été porté sur Opoku Ware comme successeur d'Osei Tutu, mais vous avez vu que c'est une femme qui a pris la tête des frondeurs, si vous voulez. C'est une femme qui a pris la tête des frondeurs, de ceux qui n'ont pas été contents que le choix se porte sur Opoku Ware, notamment la reine Abra Poku. Voilà, vous connaissez l'histoire de la reine Abra Poku. Et j'ai fait une vidéo pour dire que mais Akwa Boni a été la grande reine des Baoulés. C'est elle qui a organisé le royaume Baoulé. Et le royaume de Tia Salé, qu'on appelle le royaume Elemoin, a été créé par Tanouadjo, par la reine Tanouadjo, qui était une sœur de la reine Abra Poku. Mais par la suite, Akwa Boni est parvenu à faire entrer le royaume Elemoin de Tia Salé dans sa sphère de domination politique. Voilà, c'est comme ça. Et puis quand, durant la deuxième moitié, disons vers la fin du XVIIIe siècle, pardon, excusez-moi, du XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle, quand a commencé à s'exercer la domination coloniale anglaise sur la Confédération Ashanti, mais c'est une femme qui a mobilisé le pays Ashanti pour résister aux Anglais. Oui, on l'appelle comment on l'appelle Nana Ya Asantewa. Mais elle n'était même pas la reine de l'Ashanti, non. Ou si vous voulez, comme ce qu'on dit, la reine mère de la Confédération, non. Parce qu'elle elle était la reine d'une des chefferies confédérées. Ou bien si vous voulez, d'un des royaumes confédérés. Elle était la reine de Djissou. Oui. Parce que la famille royale Ashanti est de matriclan Oyoko. Vous voyez. Alors que Ya Asantewa, elle est d'un matriclan qu'on appelle Asona. Donc c'est le matrilignage Asona qui dirige, disons, la cité de Djissou. Elle est originaire de cette chefferie-là. Elle était reine de Djissou. Mais c'est elle qui a mobilisé tout le pays Ashanti pour résister à la colonisation britannique. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les Anglais avaient des roquettes. Ah oui, les Anglais avaient des roquettes. Alors, on peut aussi maintenant parler, disons, du pouvoir féminin au plan spirituel, économique et social. Alors, quand, par exemple, les hommes vont à la guerre, ou quand il y a des épidémies, mais on fait appel au pouvoir spirituel de la femme chez les Akans. Et quand les hommes vont à la guerre, elles font ce rituel-là, qui est connu notamment en Côte d'Ivoire, parce que les Baoulés le pratiquent, qu'on appelle Adjanou, mais que les Agnis appellent Momome. L'Enzma appelle ça Adjané. Donc vous voyez, la façon dont l'Enzma appelle ce rituel est plus proche du mot Adjanou des Baoulés. Alors,
Que font les femmes? Elles vont porter des tenues de leur mari ou de leur frère qui allait en guerre. Et pour elles, par ces rituels, elles rendent alors présent leur mari et leur frère en vie, pour ne pas que ceux-là meurent sur le champ de bataille. Donc, elles appellent la protection des esprits sur leur mari, sur leur fils, sur leurs frères qui sont allés en guerre. Par contre, elles appellent le malheur sur leurs ennemis, sur les ennemis de leur mari, de leurs frères et de leurs fils. Voilà. C'est ce rituel-là qui est fait. Ce rituel est fait. C'est très important. Par exemple, chez les Aladiens, ce rituel est fait chaque fois qu'ils célèbrent le rituel qui marque l'année nouvelle. Chez les Aladiens, c'est ainsi. Ça se fait systématiquement pour entrer dans la nouvelle année. Au niveau de l'alimentation, au niveau alimentaire, mais dans le monde Akan, sachez une chose, l'économie d'abord reposait sur la femme. Tout ce que l'homme fait, au plan, je peux dire, de l'alimentation, au plan alimentaire pour nourrir la famille, l'homme a l'obligation de fournir les protéines, le poisson, la viande. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne de la terre, il donne des portions de terre à son épouse ou à ses épouses s'il en a plusieurs. Et c'est elle qui, sur ces terres reçues-là, plante tout ce qu'il faut manger. Manioc, banane, plantain, aubergine, piment, tomates, tout. Donc vous voyez qu'en réalité, pour manger là, ça reposait sur la femme chez les Akans. Ça reposait sur la femme. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est elles qui font les semailles et c'est elles qui font les récoltes justement de ces vivres-là, de ces vivriers-là. C'est important. C'est important pour le savoir. Et souvent, mais les femmes Akans, on a vu, ont joué un rôle important dans le commerce. Dans le commerce. Par exemple, chez les Akans, il y avait ceux qui font le commerce à longue distance. On les appelle batafo ou batafoué. Batafo en langue tui et batafoué en langue agni et puis en langue baoulé. Mais puisqu'ils font le commerce à longue distance, donc ils parcourent différentes régions. Mais quand ils parcourent toutes ces régions-là, leurs vivres finissent. Auprès de qui ils se ravitaillent? Auprès des femmes. Dans les villages, c'est auprès des femmes qui se ravitaillent en vivres et en eau potable. Vous voyez? C'était comme ça. C'était comme ça. Et puis, dans le commerce avec les compagnies européennes, mais quand les bateaux des compagnies européennes arrivaient sur les côtes, quelquefois, mais eux aussi, leur ravitaillement, leur vivre, tout ça, leur eau potable était épuisée. Mais quels sont ceux qui faisaient l'aconnage pour ravitailler en vivres et en eau potable les navires des marchands européens? Mais ce sont les femmes. Sur toute la côte de l'or, sur toute la côte quoi, c'était les femmes qui faisaient ce travail-là. C'était les femmes. Et il est dit dans certaines sources écrites que les femmes à Anta, bon, la région à Anta, si vous ne connaissez pas, c'est la zone de ce qu'on dit Takoradi. D'ailleurs, ce qu'on dit Takoradi, c'est là qu'est le deuxième port de la République actuelle du Ghana. Mais les femmes à Anta, il est dit qu'elles se sont enrichies en faisant l'aconnage, en ravitaillant en vivres et en eau potable les navires des compagnies européennes qui venaient sur la côte. Vous voyez? C'est très important. Et puis, les femmes à Caen, notamment en Nsema, elles avaient une expression pour dire que financièrement, elle est autonome. Financièrement, elle ne dépend pas de son mari, non. Et cette expression, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais tu fallait. Mais tu fallait. C'est-à-dire que je détiens une bourse. Je détiens une bourse. Dans ma bourse, là, j'ai des moyens financiers. C'est ce que ça veut dire. Dans ma bourse, j'ai des moyens financiers. C'est comme ça que parlaient notamment les femmes Akan, notamment les femmes Nzema. Et le statut social de l'individu, mais c'est par sa lignée. C'est par sa lignée maternelle. Vous voyez, c'est par sa lignée maternelle. Si ta mère est au-dessus chez les nobles, tu es noble. Mais si ta mère est esclave ou elle-même descendante d'esclave, mais quand tu nais,
tu es descendant d'esclaves. Vous voyez? Vous voyez? Si ta mère est Donko ou Kanga, esclave, mais quand tu nais, toi, tu es descendant d'esclaves. Vous voyez? C'est comme ça. Tu es descendant d'esclaves. Donc, la noblesse ou le fait de ne pas être noble, c'est dans la lignée maternelle. Donc, c'est la femme, disons, qui détermine un peu, je peux dire, le statut social au sein de la société. Au sein de la société. Mais il y avait différents types de servilité. Hein. Le Kanga, c'est celui qui a été acheté. Celui qui est prisonnier de guerre, disons, les locuteurs du cul, ils l'appellent Domu. Et puis les aînés l'appellent Angama. Et puis maintenant, il y a ceux qui sont mis en gage à cause d'une créance non recouvrée. Voilà. Donc, si tu as pris, si un lignage a pris un crédit après auprès d'un autre lignage, que ce lignage-là n'arrive pas à rembourser son prêt auprès du créancier, mais un de ses membres est mis en gage, c'est ce qu'on appelle Aoba. Mais en général, la famille créancière demande que ce soit une femme. Et très souvent, quand c'est comme ça, très rapidement, ils épousent la femme en question. Ils épousent la femme en question. Voilà. C'est comme ça qu'ils procèdent. Alors donc, pour conclure, qu'est-ce que je dirais? C'est que l'organisation des sociétés Aka en général repose sur la primauté du principe féminin. Le principe féminin est la clé de voûte du pouvoir politique, économique, spirituel et social. Le principe féminin aussi est important au plan spirituel parce que la femme a un pouvoir spirituel. Notamment, on le voit avec le rituel de la Janou, du Momomé, de la Djané. Vous voyez? Parce que elle est comme un reflet du globe terrestre qui lui-même est perçu comme un être féminin. Voilà, comme un être féminin. Je vous remercie. C'est un peu un article que j'ai rédigé que je vous présente ici à travers cette vidéo. Excusez-moi un peu pour le balancement des pages. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Cocody, dans la ville d'Abidjan. Ville d'Abidjan, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.